Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire, cette troisième conférence du cycle de conférences organisée par l'APSB et la Bourse de Casablanca sur les résultats et perspectives des sociétés cotées. Dans une première rencontre, on a parlé de la macro qui a beaucoup évolué positivement depuis cette conférence après le Conseil de Banque Maghreb. On a également parlé des perspectives de résultats des entreprises cotées. Et ensuite, dans une deuxième rencontre, nous avons évoqué euh, deux secteurs qui sont le secteur des ports avec Marsa Maroc, excusez-moi, et puis la grande distribution avec La Belle Vie. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à deux secteurs de taille, deux secteurs importants qui sont ceux des télécoms et le secteur de la santé. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Madame Fatem Zahra Raji, qui est analyste financier chez CDG Capital. Bonjour Fatem Zahra. Bonjour Adil. Alors, merci d'avoir Bonjour accepté tout le monde. d'être. Bonjour, merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Petit rappel hein, de votre expérience, bientôt, ou un peu plus d'ailleurs, de 11 ans d'expérience dans la recherche et l'analyse au sein de CDG Capital. Vous avez initié et participé à plusieurs publications dans différents secteurs, dont le secteur bancaire, le secteur télécom, et vous êtes diplômé de l'INSA de Rouen et de l'EM Lyon. Donc, encore une fois, merci. Et puis, pour parler du secteur de la santé, avec notamment la valeur Acdital, nous avons avec nous Monsieur Marwan Najimi qui est en train de nous rejoindre à l'instant. Petit souci technique qui sera réglé dans quelques secondes. Marwan est fort d'une expérience de plus de 4 ans dans la recherche et l'analyse stratégique de différents secteurs dans la zone Afrique, Moyen-Orient. Il a aussi participé à des missions de conseil en fusion-acquisition pour des sociétés small et mid-cap en Europe. Il est aujourd'hui Sell-Side Equity Research Analyst à la Sogé Capital, pardon, à Sogé Capital Bourse. Et il est diplômé donc de l'ISKE. Donc Simran va nous rejoindre tout à l'heure et ça tombe bien puisqu'on va démarrer par vous, Fatem Zahra, avec le secteur des télécoms. Donc je vous laisse initier votre présentation. Ensuite, on passera à celle de Marwan et puis par la suite, on reprendra les différentes questions des participants. Donc n'hésitez pas, il y a un chat qui est dédié. Donc abusez, posez toutes les questions que vous souhaitez et on les posera tout à l'heure à nos intervenants. C'est à vous, Fatem Zahra. Merci Adil. Bonjour tout le monde. Donc à mon tour, je remercie la PSB et la Bourse de Casablanca pour l'organisation de ce cycle de conférences. Et je tiens aussi à remercier les différents partenaires de cette quatrième édition. Donc sans plus tarder pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons passer en revue le secteur télécom. Et donc, pour cela, je vous propose de suivre le plan suivant. Dans la première partie, je vais vous présenter les principaux défis, enjeux et opportunités auxquels le secteur fait face aujourd'hui. Et dans la deuxième partie, je vais faire un focus sur le groupe Maroc Télécom et je vais vous présenter notamment nos perspectives de croissance par rapport aux principaux indicateurs financiers du groupe et avant de conclure avec notre valorisation. Alors, du côté mobile, donc du côté du segment mobile et plus précisément par rapport aux services voix, nous observons depuis plusieurs années une forte pression sur les revenus de cette activité. Donc, d'un côté, c'est un marché très mature. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe d'à gauche, avec des taux de pénétration qui dépassent de loin les 100%. Ce dernier, justement, ressort en 2022 aux alentours de 144% contre 141% en 2021. Ce qui s'est traduit par une hausse aux alentours un ralentissement, on va dire, de la croissance des clients en 2022, avec une hausse aux alentours de 3% par rapport à 2021. Et pour l'année à venir, et justement tenant compte de la maturité du marché, nous tablons sur une légère augmentation du taux de pénétration qui devrait s'établir à 146% selon nos prévisions, contre 144% en 2022. Et par conséquent, le nombre de clients d'abonnés mobiles devrait ressortir aux alentours de 53 millions d'abonnés à fin 2023. En ce qui concerne le positionnement du groupe Maroc Télécom dans ce segment-là, comme vous pouvez le voir, il continue de se positionner en tant que leader, mais
mais nous notons quand même une baisse de sa part de marché durant les dernières années. Elle ressort justement à nouveau en recul en 2022 à 36,3% contre 38,7% à fin 2021. Ceci s'explique à notre sens par un environnement fortement concurrentiel et aussi par un cadre, un contexte réglementaire assez en défaveur, on va dire, pour le groupe, pour l'opérateur historique. Et pour l'année à venir, nous tablons sur, et vu que nous on ne perçoit pas en fait de changement dans le contexte, que ce soit réglementaire ou le contexte concurrentiel. Donc, on table quand même sur une poursuite de la baisse de la part de marché pour le groupe Maroc Télécom pour l'année 2023. Alors, au-delà du ralentissement du parc clientèle, c'est un marché qui est caractérisé par la baisse de l'usage. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe d'à gauche, c'est une tendance, ce dernier affiche une tendance baissière depuis 2017. Et à notre sens, cette tendance devrait se poursuivre en 2023 aussi, comme en témoignent les résultats, on va dire plutôt les statistiques de l'ANRT au premier trimestre de 2023. En effet, ce dernier, l'usage moyen ressort à 79 minutes par abonné par mois au T1 2023 contre un niveau de 87 minutes par abonné par mois au T1 2022. Ceci s'explique à notre sens par l'utilisation croissante des applications numériques, donc rendues possibles grâce notamment à la forte hausse du taux d'équipement en smartphone et aussi le développement des réseaux mobiles 3G et 4G. Mais de l'autre côté, nous observons donc un signal plutôt positif. Nous observons une quasi-stabilité de l'ARPM, donc on pouvait le voir plutôt une légère amélioration courant l'année 2022, où le prix à la minute est passé de 20 centimes en moyenne en 2021 à 21 centimes en moyenne en 2022, soit une hausse aux alentours de 3,7%. Et cette tendance se poursuit en fait au courant l'année 2023 où le prix à la minute est passé à 22 centimes selon les statistiques de l'ANRT au premier trimestre de cette année. Alors, un autre élément important qui a marqué, on va dire, le secteur télécom durant la dernière décennie est le développement significatif de la data mobile. Donc, qui s'est traduit, comme vous pouvez le voir, par des croissances à 2 chiffres sur la dernière décennie. En effet, le nombre de clients est passé de 15 millions d'abonnés à fin 2016 à un niveau de 32 millions d'abonnés à fin 2022, soit un taux moyen de croissance aux alentours de 13%. Une tendance qui se confirme cette année avec une hausse de 9,7% entre T1 2022 et T1 2023. Par conséquent, donc, cette forte augmentation, on va dire, des clients mobiles s'est traduite par une hausse du taux de pénétration. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe d'à gauche, le Maroc qui est représenté par le bleu foncé, il est passé d'un taux de pénétration aux alentours, on va dire, de 40% en 2015 à un taux de pénétration aux alentours de 90% en 2022. Mais pour l'année à venir, les perspectives quand même demeurent favorables malgré, on va dire, cette forte augmentation du taux de pénétration. Il demeure quand même inférieur aux pays développés, où nous notons par exemple, comme vous pouvez le voir toujours dans ce graphe, une hausse, un taux de pénétration aux alentours de 113% pour les pays d'Amérique, qui est représenté en gris, et aux alentours de 109, ou plutôt 110% pour les pays d'Europe. Et pour le cas du groupe Maroc Télécom, il devrait aussi bénéficier, on va dire, du potentiel du continent africain à travers ses filiales, où le taux de pénétration ne dépasse pas encore les 40% et est représenté en rouge dans le graphe. Donc, où il y a encore un fort potentiel, on va dire, de croissance sur ce segment-là.
Il faut dire que ce développement très significatif de la data mobile a été porté principalement par le développement, comme j'ai dit tout à l'heure, des réseaux 3G et 4G, et aussi par le développement, on va dire, le taux d'équipement en smartphone, en téléphone portable. Donc, comme vous pouvez le voir, là encore, le potentiel n'est pas encore atteint en termes de cet indicateur. Surtout en Afrique, on a encore un taux de pénétration, un pourcentage d'individus qui possèdent un téléphone portable de seulement 60%, contre un niveau de 88% pour les pays d'Amérique ou 92%, 93% plutôt pour les pays d'Europe. Et un dernier point par rapport à ce segment de data, on peut dire que le revenu devrait profiter aussi du potentiel de croissance de l'usage. Et là encore, la consommation moyenne par abonné au Maroc, que ce soit au Maroc ou dans les filiales africaines, est de loin inférieure par rapport à la consommation observée au niveau des pays de l'Europe, des pays développés, comme où on a un taux, que ce soit l'Europe ou en Amérique, où on a une consommation aux alentours de 12 gigas en moyenne par abonné mobile. En ce qui concerne, on va dire, le positionnement du groupe Maroc Télécom dans ce marché-là, en fait, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe, il présente aujourd'hui des résultats peu satisfaisants, avec une part de marché de nouveaux clients de seulement 14,9% en 2022. Donc, et par conséquent, sa part de marché ressort encore en recul cette année à 33,2%. Donc, c'est une baisse qui s'explique par un environnement fortement concurrentiel. Et pour l'année à venir, nous tablons toujours sur une nouvelle baisse de la part de marché du groupe à 32% à fin 2023, liée justement à cette accentuation des offres commerciaux de la part des autres concurrents. Et donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est Inouï qui prend la première place avec une part de marché de 41% à fin 2022. Si vous me le permettez, Fatem Zahra, sur ce graphique qui est extrêmement intriguant, on voit bien la baisse des parts de marché. À votre avis, pourquoi finalement Maroc Télécom ne s'aligne pas en termes, vous parlez d'offres commerciales, pourquoi il ne s'aligne pas pour justement continuer à préserver ses parts de marché, à votre avis? En fait, on va dire que le groupe Maroc Télécom aujourd'hui entend, de par sa position d'opérateur historique, il a plus de contraintes réglementaires. Donc, il y a un cadre réglementaire en défaveur du groupe Maroc Télécom, où donc il y a des règles plus strictes en termes d'offres et de promotion appliquées à Maroc Télécom, où donc la possibilité, par exemple, qui est laissée uniquement aux concurrents de commercialiser des offres data illimitées, ce qui explique principalement cette forte baisse de part de marché du groupe historique. Mais il faut dire que le groupe, pour contrer, on va dire, ce contexte, on va dire, cet avantage tarifaire donné aux concurrents, il déploie pas mal d'efforts en termes d'investissement pour tout ce qui est couverture de réseau, pour améliorer la qualité de service et pour une couverture plus large. Merci pour votre réponse. Très bien. Donc, par rapport au segment fixe et Internet filaire, l'opérateur Maroc Télécom, donc comme vous pouvez le voir au niveau des deux diagrammes, il continue de conserver le monopole. Nous notons toutefois une montée en puissance du groupe Orange, grâce notamment au développement de sa fibre optique. Et comme vous pouvez le voir, donc sa part de marché a fortement augmenté depuis 2019 et elle ressort aujourd'hui aux alentours de 20%. Et donc, pour, on va dire, à moyen terme, la tendance baissière de la part de marché du groupe Maroc Télécom devrait se poursuivre dans l'optique d'une généralisation du dégroupage et qui devrait s'accompagner par une éventuelle baisse des prix.
un dernier, on va dire, marché qui devient aujourd'hui très important au niveau du secteur télécom. Et c'est parmi les profondes mutations qu'a connu le secteur durant la dernière décennie et le développement du mobile money, qui aujourd'hui pourrait soutenir les revenus des opérateurs télécoms. Donc, comme vous pouvez le voir, le mobile money poursuit son développement, qui est passé donc d'une offre de niche à un service financier largement répandu. Et vous pouvez voir ça en termes de nombre de comptes actifs sur 30 jours, qui ont connu une forte croissance durant la dernière décennie, une croissance à 2 chiffres. Et cette tendance s'est poursuivie en 2022 avec une hausse aux alentours de 13%. De même pour tout ce qui est transactions financières, où ils ont enregistré une hausse de 19% en 2022. Et donc, cette dynamique de croissance a été portée, il faut dire que ça a été porté aussi par l'impact de la pandémie. Et aujourd'hui, cette utilisation, on va dire, des paiements numériques devient plutôt une habitude. Donc, après la pandémie, on s'est tous habitués plus ou moins à ce service, aux services financiers en ligne. Mais il faut signaler que le mobile money quand même connaît toutefois plus de succès en Afrique subsaharienne, où environ les 2 tiers des transactions liées aux services de ce marché au monde sont situées dans cette région, comme en témoigne la répartition régionale. Donc, comme vous pouvez le voir, où 66% sont au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et là encore, le groupe Maroc Télécom, ce qui représente à notre sens une aubaine pour les opérateurs en général, on va dire généralement télécom, et plus particulièrement pour le groupe Maroc Télécom, à travers ses filiales dans cette région-là. Donc, globalement, ce que je peux dire, ce qu'il faut retenir par rapport aux différents enjeux auxquels fait face le secteur, donc c'est un secteur qui fait face à un environnement fortement concurrentiel, un cadre réglementaire assez compliqué et qui a impacté et qui devrait continuer à impacter les revenus du groupe Maroc Télécom pour l'année à venir. Cependant, nous pensons que l'exploration d'autres segments porteurs, comme le développement du mobile money, surtout en Afrique subsaharienne, offre plutôt des perspectives intéressantes de développement et de croissance. Mais là encore, il faut signaler qu'il y a une concurrence acharnue au niveau du mobile money en Afrique, où les tarifs, on va dire, des commissions ont beaucoup baissé, mais il y a encore le potentiel en termes, on va dire, de volume, que ce soit de volume de transactions ou de volume en termes de nombre de comptes actifs. Donc, par rapport au groupe Maroc Télécom, je vais partager plutôt avec vous nos perspectives pour l'année 2023. Donc, je ne vais pas revenir un peu sur tout ce qui s'est passé en 2022, où le groupe a connu une année assez difficile. Donc, pour l'année 2023, et tenant compte justement de l'ensemble des enjeux que j'ai présentés auparavant, nous prévoyons une légère baisse du chiffre d'affaires du groupe, donc soit presque une quasi-stabilité, une baisse de 0,2% à 35,6 milliards de dirhams, suivie d'une hausse de 1,5% en 2024. Alors, cette baisse reflète principalement la baisse du chiffre d'affaires au Maroc. Et donc, comme j'ai expliqué, l'activité mobile devrait reculer, pour vous donner quelques chiffres, devrait reculer de 3,3% en 2023 à 11,4 milliards de dirhams. Donc, c'est une baisse qui provient à la fois de la baisse des activités suite à un environnement concurrentiel et aussi la baisse de l'usage que nous avons observé, qui est aussi due à la baisse du pouvoir d'achat suite à, on va dire, un contexte macroéconomique très difficile. Et aussi, par rapport aux revenus data, il devrait baisser aussi, selon les estimations, en raison du contexte réglementaire, donc comme j'ai précisé, où il est en défaveur de l'opérateur historique. Et nous prévoyons donc au final une baisse de l'ARPU mixte, donc comme vous pouvez le voir au niveau du graphe, aux alentours de 2% à 45,8 dirhams.
Par rapport à l'activité aussi fixe, donc là, le chiffre d'affaires devrait, à notre sens, enregistrer une légère hausse pour l'année 2023, soutenue principalement par l'amélioration de la data fixe qui devrait profiter principalement du développement de la fibre optique. Donc, comme on avait vu dans la slide sur la partie segment fixe et Internet filaire, ou par exemple, quand on a vu Orange qui a vu sa part de marché fortement augmenter et c'est principalement dû justement au développement de la fibre optique. Mais comme vous savez, le groupe Maroc Télécom donc, présente un business model très diversifié où aujourd'hui la part de l'international au niveau de l'activité du groupe ressort aux alentours de 46,9% en 2022, donc elle ne cesse d'augmenter, donc comme vous pouvez le voir. Et là, dans le graphe d'à côté, vous pouvez voir un peu la répartition selon nos estimations et selon les données disponibles au niveau des différentes agences de réglementation de ces différents pays. Du chiffre d'affaires du groupe Maroc Télécom dans ces pays-là. Donc, c'est une répartition. Ça vous donne une idée un peu sur le poids de chaque pays au niveau de l'activité du groupe. Et donc, vu justement cette ouverture, on va dire, à l'international et ce business model qui est très diversifié, donc ça a permis au groupe, ces filiales ont permis au groupe de soutenir l'activité du groupe. Et globalement, nous pensons que, que le continent africain va offrir un potentiel important, avec notamment une population très jeune, des perspectives économiques prometteuses et des taux de pénétration, donc on pouvait le voir, qui demeure relativement bas, donc au niveau du graphe. Et ce taux de pénétration, il est estimé pour la région, on va dire, de l'Afrique globalement, à seulement 86% pour tout ce qui est voie mobile, on va dire les services voie mobile, et de seulement 42% pour les activités data mobile, donc dans cette région d'Afrique. Et donc, ce qui montre quand même qu'il y a encore un potentiel de croissance par rapport en termes de croissance de nombre de clients, que ce soit au niveau des clients mobiles ou clients data mobiles. Et toutefois, il faut signaler que les contraintes réglementaires, donc pareil, nous observons des baisses déterminantes d'appels au niveau de certains pays, et aussi une pression des régulateurs sur la qualité de service, donc devrait continuer à limiter cette hausse du chiffre d'affaires au niveau de l'international. Et pour l'année 2023, nous tablons sur une hausse aux alentours de 1,2% selon nos prévisions. Par rapport au CAPEX, donc le groupe Maroc Télécom poursuit, on va dire, le déploiement d'un programme important d'investissement, des investissements qui concernent principalement les extensions de capacité et de la couverture 4G et aussi le développement de la fibre optique. Et pour certaines filiales, des investissements qui sont nécessaires pour une couverture plus large ou encore une meilleure qualité de service. Et donc, dans ce sens, nous tablons sur un taux d'investissement aux alentours de 20,7% du chiffre d'affaires pour l'année 2023, soit une légère hausse des CAPEX de 1,2% pour l'année à venir. Par rapport à comment tout ceci se traduit au niveau de la profitabilité du groupe, donc nous tablons sur une hausse de 15,7% du résultat opérationnel pour l'année 2023 qui devrait s'établir aux alentours de 10,4 milliards de dirhams, suite essentiellement à la non-récurrence du montant de l'amende et tenant compte aussi d'une légère amélioration de la marge brute qui devrait continuer de profiter de la baisse des terminaisons d'appel dans certains pays africains. Et au final, le RNPG devrait s'établir aux alentours de 5,3 milliards de dirhams contre 2,8 milliards de dirhams en 2022. Donc, cette forte augmentation, c'est principalement dû à la non-récurrence de l'astreinte appliquée par l'ANRT et le montant fiscal constaté en 2022. Et donc, dans ce sens, le ratio, la rentabilité financière, le ratio return on equity s'établirait
en 2023 à 37,8%, soit l'une des meilleures rentabilités du marché. Excusez-moi, Fatem Zahra, vous avez parlé de l'astreinte ANRT. Est-ce que les éléments que vous venez de présenter prennent en compte l'impact du litige au Mali? En fait, pour le moment, c'est vrai qu'aucune provision n'a été constatée par le groupe et on sait que le groupe conteste cette décision. Mais effectivement, dans notre scénario, on est plutôt prudent et nos estimations prennent en compte l'impact de la condamnation de la filiale du groupe Maroc Télécom au Mali. Et on parle d'un montant qui ressort aux alentours de 900, un peu plus que 900 millions de dirhams. Donc, c'est pris en compte que ce soit au niveau du résultat opérationnel ou au RNPG. Très bien, merci. Et donc, je disais, par rapport donc, à, on va dire, nos perspectives et notre vision, donc c'est globalement confirmé un peu au niveau des résultats trimestriels, où le groupe a connu une orientation plutôt bonne des résultats au T1, avec une croissance du chiffre d'affaires à un taux de change constant de 1%, qui s'explique principalement par en fait, qui se traduit principalement par une hausse de 0,6% au niveau du Maroc et 1,8% au niveau du chiffre d'affaires à l'international. Le résultat opérationnel ajusté a connu une hausse de 0,5% à 2,9 milliards de dirhams. Et au final, le RNPG a connu aussi une hausse de 0,9% à 1,5 milliard de dirhams. Alors, l'ensemble, on va dire, de nos perspectives et aussi sur la base de notre modèle DCF, le cours cible ressort aujourd'hui par rapport à notre dernière publication, donc à 93 dirhams par action. Comme vous pouvez le voir au niveau du graphe, le cours du groupe Maroc Télécom a été fortement malmené ces dernières années. Il a connu une baisse estimée à 31% depuis début 2022, contre une baisse de seulement 14,6% du marché action, qui a justement cette forte baisse, on va dire, à refléter plus ou moins les différentes inquiétudes par rapport au profil risque du groupe Maroc Télécom. Mais il a été, on va dire, beaucoup plus pénalisé. Mais là, heureusement, dernièrement, nous notons quand même nous observons tout de même une légère amélioration depuis les derniers mois, où on est aujourd'hui quand même à un cours aux alentours de 97 dirhams. Et donc, par rapport au cours actuel, nous pensons que les principaux, on va dire, enjeux et défis auxquels le groupe fait face sont plus ou moins tous intégrés au niveau du cours actuel. Et il présente quand même des ratios de valorisation assez attractifs. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe, donc avec un taux de distribution estimé à 70% pour l'année 2023, le dividende yield ressort à 4,4%, donc soit un niveau légèrement inférieur à la moyenne historique qui est de 4,7%. Et en termes de PER, donc il se négocie aujourd'hui à 16 fois sa capacité bénéficiaire en 2023. Et c'est un taux inférieur par rapport à son niveau moyen historique sur les 10 dernières années, qui est de 18,5 fois. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Fatem Zahra, pour cette présentation très claire. Alors, on a beaucoup de questions de la part des participants et je les rassure, on va toutes vous les poser, Fatem Zahra, mais juste avant, on va passer la parole à Marwan Najimi pour sa présentation sur le groupe Acdital avant de vous poser à tous les deux les questions des participants. À vous, si Marwan. Bonjour à tous. Bonjour, on vous entend très bien. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Également ravi d'avoir l'occasion de vous présenter en exclusivité la note Acdital, l'initiation de couverture que nous avons sortie hier soir, très tard.
permettez-moi un moment de partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Alors, l'écran est gris. Est-ce que vous pouvez faire défiler juste pour qu'on regarde? Oui. Là, on ne voit pas. Alors, Alors, est-ce que vous pouvez nous l'envoyer par mail pour qu'on essaye aussi de... oui, tout de suite. Merci. Alors, on attend juste la réception de la présentation de Marwan pour pouvoir l'afficher. Ce que je vous propose, c'est pour que on gagne un peu de temps. Commencez par les questions qui vous ont proposées Fatem Zahra. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok, bien sûr. Alors, une première question. Vous n'avez pas parlé de la 5G. Est-ce que c'est un sujet pour Maroc Télécom? En fait, le développement, on va dire, le lancement de la 5G au Maroc globalement a été prévu en 2023, selon la note d'orientation générale pour le développement du secteur télécom. Donc, ça ne devrait pas tarder. Mais pour le moment, les opérateurs attendent, on va dire, le feu vert de l'ANRT. Ou justement, mais il faut dire que enfin, ces opérateurs devraient donc faire face à de lourds investissements afin de l'implémenter, que ce soit en termes de licence ou d'infrastructure. Et là encore, on n'a pas, et là encore, tous les efforts, on va dire, sont orientés vers le développement, que ce soit de la 4G ou le développement de la fibre optique, où on est encore en retard par rapport au plan justement de la note d'orientation générale. Donc peut-être il y aura un petit décalage dans le calendrier à mon sens. Donc normalement c'est prévu en 2023, mais je pense qu'il y aurait quand même un décalage vu qu'il y a quand même un décalage en termes aussi de calendrier pour le développement de la fibre optique. Et donc il faut d'abord finaliser, on va dire, ce chantier avant peut-être de se lancer dans la 5G. Très bien. Alors, toujours dans les questions en attendant la présentation de Marwan, vos attentes par rapport à la politique de distribution de Maroc Télécom à moyen terme, et selon vous, est-ce qu'on peut revenir à un taux de distribution de 100% les années à venir? La vérité, à notre sens, nous restons sur un scénario assez prudent avec un taux de distribution de seulement 70%. Donc, comme vous avez vu, le groupe fait face aujourd'hui à un contexte très difficile qui est marqué aussi par plusieurs incertitudes concernant notamment l'affaire du dégroupage, aussi par rapport à un programme d'investissement assez lourd, que ce soit pour accompagner justement le développement de la data ou encore éventuellement pour le lancement de la 5G.
Donc, nous pensons quand même, nous envisageons un scénario plutôt de renforcement continu de fonds propres et donc on reste sur un autre sens à moyen terme sur un taux de distribution aux alentours de 70%. Très bien. Alors, une autre question, est-ce que vous avez intégré dans vos perspectives les 6 milliards de litiges avec Inouï? Non, nos perspectives pour l'année 2023 et 2024 ne prennent pas en compte, on va dire, l'impact de l'amende de 6 milliards pour une nuit. On attend en fait de voir plus clair par rapport à ce dossier, comment avant d'impacter ça au niveau, parce que ça va, ça va être très lourd pour le groupe. Donc, pour le moment, on n'intègre pas en fait les 6 milliards. Très bien. Alors, une autre question, selon vous, est-ce que le management de Maroc Télécom réfléchit à pénétrer de nouveaux marchés, de nouveaux pays? À mon sens, c'est selon selon les dernières communications du groupe Maroc Télécom, il n'y a pas de sujet pour le moment pour intégrer de nouveaux pays, ou plutôt on est dans le développement du positionnement du Maroc Télécom dans les filiales déjà existantes, avec des investissements pour le développement de la data mobile qui connaît une forte croissance en Afrique subsaharienne. Et donc, il faut d'abord, on est plutôt, on est plus, je pense, à mon sens, que le groupe est en train de se concentrer principalement sur les marchés existants pour le moment et il n'y a pas de sujet en cours. Très bien, merci. Alors, on va juste voir si la présentation est maintenant disponible. Il me semble que c'est bon. Donc, la présentation de Marwan est disponible. Merci beaucoup, Fatem Zahra, pour ces réponses. On va voir si on a d'autres tout à l'heure et on vous les posera. Et pour le moment, on laisse Marwan commencer donc sa présentation. C'est à vous, aussi, Marwan. Merci. Bonjour à tous. Désolé encore une fois pour ce désagrément. Alors, nous allons tout de suite du coup commencer par vous énoncer l'essentiel de notre note sur Agdital, que nous valorisons à un objectif de cours de 440 dirhams d'ici un an. Les principales conclusions concernant le titre Agdital sont les suivantes. Nous pensons que Agdital est dans un parfait momentum. Elle a pu muter en un rien de temps de 100 lits en 2016 à 2202 lits au terrain 2023, soit une croissance annuelle de 56% et elle s'accapare 16% des lits privés au Maroc. Les grands paliers de croissance de Agdital sont le fait qu'elle ait pu lever 250 millions de dirhams suite à l'acquisition minoritaire du fonds MCP de Private Equity et aussi l'entrée en bourse suite à l'augmentation de son capital de 800 millions de dirhams. Cela va dans le même sens de tous les grands changements qu'a connu le secteur de la protection sociale et en l'occurrence de l'assurance maladie ces derniers mois au Maroc. Et suite à cela, nous prévoyons une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 26% entre 2023 et 2027 et une marge EBITDA de 26%. Donc, ce qui fait que nous recommandons le cours à 440 dirhams par action, ce qui induit un PER de 21 fois et presque 16 fois pour les résultats de 2024 et 2025, et un ratio de valeur d'entreprise sur EBITDA de 8 fois et 7 fois pour les années 2024 et 2025. Alors, pourquoi nous valorisons aussi haut Agdital? Cela est principalement dû à toute la conjoncture économique et au changement qu'a connu le secteur ces dernières années. Nous allons peut-être commencer par la demande en soins qui est de plus en plus importante. Au Maroc, le Maroc connaîtra plutôt à horizon 2030-2040 un renversement de la pyramide des âges dû au vieillissement de la population.
et aussi, d'un autre côté, une augmentation préoccupante des maladies chroniques, notamment des maladies cardiovasculaires et des cancers. Ceci étant dû au mode de vie, on va dire entre guillemets malsain des Marocains, qui est principalement sédentaire et au régime alimentaire qui est très riche en sucre. Ce qui fait que 84% des décès au Maroc sont dus aux maladies chroniques. Et nous voyons ici, à horizon 2050, que les plus de 65 ans seront plus que la population qui a moins de 15 ans. Les dépenses de santé gouvernementales sont... les dépenses de santé totales, en général, sont assez lourdes. 46% sont quand même supportées par les ménages. Et la part des dépenses de santé des ménages dans le panier moyen des dépenses a évolué à 7,7% en 2017 contre 5,5% en 2006. Donc on voit que quand même au Maroc, les dépenses de santé sont principalement supportées par les ménages, contrairement aux autres pays de la région et du monde. Et en parallèle, des dépenses étatiques insuffisantes pour le secteur, malgré une croissance des dépenses de santé dans le budget du gouvernement. Ceci n'a pas été suffisant pour pallier au manque crucial des infrastructures en santé et pour diminuer la charge des dépenses des ménages dans la santé. Nous voyons ici, par exemple, que le Maroc est que 7% plutôt du budget total du gouvernement est alloué à la santé. Mais ceci reste insuffisant et reste en deçà de la moyenne d'autres pays comparables comme la Tunisie ou les membres du pays de l'OCDE. Toutefois, cette situation devrait radicalement changer grâce à la réforme de la protection sociale. Je pense qu'on a tous entendu parler à un moment ou à un autre pendant les derniers mois de cette réforme de la protection sociale, réforme aussi de l'assurance maladie. Alors, par une volonté royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI, il est convenu que tous les Marocains à terme vont bénéficier de l'assurance maladie obligatoire. Une première étape a été franchie en fin 2022 avec la généralisation de la Motadamon. Alors la Motadamon qui est une prolongation de l'ex-Ramed avec la principale différence qu'elle permet aux ex-ramédistes d'avoir accès aux soins dans les cliniques privées, chose qui n'était pas le cas avant sous le régime Ramed. Et donc avant, on avait aussi une configuration assez différente de la configuration actuelle ou du moins de celle qui va venir. Donc le ministère de la Santé chapeautait l'ANAM, la CNOPS et la CNSS qui géraient chacune une partie de la population. Donc l'ANAM gérait la population ramédiste. La CNOPS s'occupait des fonctionnaires du secteur public, donc AMOCNOPS et des étudiants. Et la CNSS était principalement réservée aux salariés du secteur privé. Maintenant, après cette réforme, le ministère de la Santé va chapeauter la Haute Autorité de la Santé qui viendra remplacer l'ANAM. Et celle-ci aura pour mission de réguler et de chapeauter la CNSS et la CNOPS. La CNOPS, pour le moment, aura la charge de la même population, et la CNSS, le changement majeur, on va dire, de cette réforme de la santé, sera la gestion de la CNSS de toutes les franges de la population, à savoir les salariés du secteur privé, donc ça n'a pas changé, les travailleurs non salariés, donc AMO-TNS, les ex-ramédistes qui sont devenus AMO-Tadamon, et aussi d'autres personnes qui n'exercent aucune activité, mais qui peuvent s'acquitter des cotisations. Alors, nous voyons ici un tableau illustratif des anciens systèmes de l'assurance maladie. L'AMO, CNSS
l'AMO qui était réservé que pour les actifs et retraités des secteurs publics et privés, qui représentaient 11 millions. Ils avaient accès aux infrastructures de soins publics et privés, pouvaient s'acquitter d'un large panel de soins hospitaliers et cotiser pour pouvoir bénéficier d'un remboursement de ces soins. Contrairement au RAMED, qui, pour les bénéficiaires et les cotisateurs, sont évalués à 11 millions de personnes, ne pouvaient, comme je viens de le dire, avoir accès que à l'hôpital public, pouvaient avoir accès aussi au même panier de soins hospitaliers que les salariés du secteur privé et public. Et pour le montant à charge, la moitié cotisait à hauteur de 120 dirhams par année et l'autre moitié avait une gratuité totale. Le RAMED était principalement financé par le budget de l'État et des collectivités locales et était géré par l'ANAM. En plus de ce changement et de cette réforme de l'AMO, l'État est aussi toujours en train de négocier une hausse de la tarification nationale de référence, plus communément connue sous le nom de TNR, qui a pour but de justement augmenter le montant de remboursement minimum pour toute la population AMO. Et nous voyons ici des chiffres qui sont sortis plutôt avant la publication de la TNR, où nous voyons une augmentation de la tarification de certains soins, à savoir l'hospitalisation en réanimation, le PET scan, par exemple, qui avant n'était pas remboursé, mais qui maintenant est remboursé à hauteur de 7 000 dirhams. Donc vraiment une volonté étatique de faire augmenter la base de soins. Voilà pour la TNR. Peut-être on peut, avant de passer à d'autres parties sur l'AMO, se concentrer un peu sur le budget de la protection sociale et de l'AMO. Parce qu'on peut très vite se perdre entre les deux budgets. Alors, il faut savoir qu'à horizon 2025, le budget de toute la protection sociale, qui comprend l'AMO, est de 51 milliards de dirhams, dont 17 milliards seront alloués à la généralisation de l'AMO. Et pour financer ce nouveau système, alors 28 milliards viendront de la cotisation des travailleurs non salariés. 16 milliards viendront de nouvelles ressources fiscales et par la suite 7 milliards du redéploiement des ressources du RAMED. Le budget total de cette réforme est 50 milliards de dirhams et représentera 3,5% du PIB prévisionnel. Maintenant, on va passer à l'offre de soins. Il faut savoir qu'au Maroc, la couverture de lits par 1000 habitants est très faible, à des niveaux très faibles comparés à la région et au niveau mondial. Nous sommes à 1 lit par 1000 habitants, donc près de 3 fois moins la moyenne mondiale. Et pour atteindre au moins 2 lits par habitant, pour être un peu plus proche des pays de la région, nous avons estimé que le Maroc, d'ici 2030, devra créer 50 500 lits et 50 500 lits, nouveaux lits privés, juste pour le secteur privé. Et au total, ça sera 77 000 nouveaux lits pour le public et pour le privé. Le Maroc aussi connaît une carence en ressources humaines. En 2020, le Maroc disposait de moins de 7,1 médecins pour 10 000 habitants.
et à peu près 9 infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants. Situation qui est très critique, encore une fois, comparée aux pays de la région et à la moyenne mondiale. Voilà. Alors, maintenant, nous allons peut-être passer à la concurrence. Pour voir pour le secteur privé, nous avons vu que l'État est essoufflé, n'a pas les moyens d'atteindre une couverture nationale en nombre de lits et aussi de former assez de médecins pour pallier à ce manque. Donc l'État a choisi la voie de la privatisation, de se tourner plutôt vers le secteur privé pour pallier à ce manque, à la fois en généralisation l'AMO, en essayant d'augmenter la TNR et en faisant passer des lois qui ont pour but de favoriser l'investissement privé dans les cliniques. Alors la loi qui a un peu changé la donne et celle votée en 2015 et qui permet aux non-médecins d'avoir accès au capital des cliniques privées. Et ici, nous voyons qu'après le vote de cette loi, il y a eu quand même une évolution du nombre de cliniques et du nombre d'acteurs en cliniques privées. Nous sommes passés d'un marché atomisé de cliniques privées, donc de ce qu'on appelle des cliniques villas, à des groupes un peu plus structurés ou des holdings de cliniques. En 2023, nous avons essayé de mapper les principaux acteurs du secteur, à savoir Agdital, Oncologie du Maroc, groupe Encorad, CIM Santé. Et nous voyons qu'en 2027, il y aura et l'entrée de nouveaux acteurs, à savoir l'acteur israélien Ovara, qui va s'implanter dans les régions du sud du Maroc. La Mayo Clinic, un groupe très connu et très connu au niveau international et qui est un groupe américain. La montée en puissance du groupe Encorad suite à l'entrée au capital de CDG Capital et d'un autre fonds d'investissement foncier. Et Agdital qui restera en pole position par rapport au nombre de cliniques et nombre de lits. Voilà, pour passer directement à Agdital, aujourd'hui c'est le leader de la santé privée au Maroc, grâce à ses 21 cliniques réparties dans 9 villes, totalisant 2200 lits, avec 16% de la capacité litière privée. Ceci donc, est favorisé par... Enfin, favorisé, c'est un mot assez fort, mais c'est dû principalement à l'augmentation des cas des maladies chroniques, donc en l'occurrence les maladies cardiovasculaires et les cancers, et tous les changements que nous avons vus côté réglementaire et côté généralisation de l'AMO. Donc, Agdital, nous prévoyons un doublement de la capacité à horizon 2027, capacité litière, et le nombre de cliniques qui va passer de 21 à 39. Nous avons aussi ici projeté l'évolution du nombre de cliniques qui a été publié dans le BP Pré-Money et le BP Post-Money. Nous avons, pour des fins de modélisation, pris des hypothèses assez cautious, si on peut dire ça comme ça. Nous avons prévu 4 ouvertures par an pour des cliniques de taille moyenne de 100 lits par an, ce qui va nous faire un total de 4200 lits à horizon 2027. Pour comprendre un petit peu le business d'Agdital, il faut comprendre son business model. Agdital est aujourd'hui concentré uniquement sur l'exploitation des cliniques. Dans ses investissements, elle se concentre sur l'achat des matériels et a préféré outsourcer la construction des murs à d'autres acteurs, dont Agdital Immo, sa filiale, ou enfin pas sa filiale, mais
Elle a une participation de 32% dans Agdital Immo et, par voie des autres propriétaires ou des constructeurs tiers qui l'aident dans ses objectifs de croissance. Donc en 2023, Agdital possédait les murs de 4 cliniques, de 4 de ces 21 cliniques. En 2027, et sous réserve que Agdital garde la propriété des 4 cliniques, elle aura seulement 10% de propriété des murs de toutes ces cliniques. Donc Agdital est passé d'une structure de asset heavy à asset light qui lui a permis justement de mieux exploiter son capital dans sa croissance. Pour l'activité du groupe Agdital et le split de son chiffre d'affaires, il est principalement splitté de la manière suivante. Nous avons 33% du chiffre d'affaires qui va au bloc opératoire. Le bloc opératoire, c'est le bloc qui sert à opérer des patients. Ça peut être soit des opérations chirurgicales lourdes ou un peu plus légères comme le cathétérisme cardiaque. 25% est contribué de l'oncologie. L'oncologie, où on trouve la chimiothérapie, les soins en chimiothérapie et la radiothérapie. 23% du chiffre d'affaires est celui de la réanimation et des unités de soins intensifs, et 20% est splitté par d'autres services. Nous projetons un split du chiffre d'affaires à hauteur de 2027 où nous voyons une montée en puissance de l'oncologie en ligne avec la croissance ou l'augmentation des cas de cancer au Maroc et aussi les taux de remboursement assez élevés de la part de l'AMO pour ces soins. Et aussi une baisse des réanimations et unités de soins intensifs qui, avant la publication de la nouvelle TNR, sous réserve d'une publication d'une nouvelle TNR qui prend en compte l'augmentation du remboursement des soins en réanimation et unités de soins intensifs, nous voyons que cette proportion pourrait augmenter à terme. Alors là, nous voyons un split un peu plus détaillé par rapport au bloc, par rapport aux sous-services des principaux services. Où nous voyons le bloc opératoire qui gardera une contribution le bloc opératoire qui comprend le bloc et le cathétérisme, qui gardera une contribution au capital assez constante, et la montée en puissance de la chimiothérapie. Quelle rentabilité pour Agdital? Nous pouvons voir une dégradation de la marge brute, due principalement à l'augmentation de la contribution de l'oncologie au chiffre d'affaires. La chimiothérapie étant un service à faible marge brute, mais qui a une principale force qui est celle des taux de remboursement plus élevés que les autres services, et aussi une possibilité de la prise en charge offerte par l'AMO. Alors, selon le management, ceci n'aura pas d'effet sur la marge EBITDA, car les salaires du service de l'oncologie sont moindres que les salaires des autres services. Sur le deuxième graphe, nous avons essayé de faire figurer l'évolution des loyers de la marge EBITDA et EBITDA. La marge EBITDA étant la marge EBITDA avant qu'on tienne en compte des loyers. Alors, nous voyons une marge assez constante de la marge EBITDA, principalement dû au fait que les loyers garderont un niveau assez constant par rapport au chiffre d'affaires de environ 7 à 8%.
il est à noter que les contrats de location sont établis pour une durée régie selon le contrat, et nous avons tenu en compte alors ici nous voyons une amélioration de la marge nette qui est principalement due au fait de la publication de la nouvelle loi de finances 2023 qui permet aux sociétés qui ont un résultat net de moins de 100 millions de dirhams de bénéficier d'une amélioration de leur taux de fiscalité, enfin, pardon, d'IS, qui va passer de 26% à 20% à terme. D'où le fait que la marge nette devrait atteindre 12% en 2027 du résultat du chiffre d'affaires. Et cela va contribuer à l'amélioration du ROE, du ROCE, et l'amélioration de la marge nette. Voilà. Alors, Agdital, nous la voyons à l'achat à 440 dirhams d'ici un an. Nous l'avons modélisé par la méthode DCF. Je tiens à souligner que nous avons quand même pris des hypothèses assez prudentes dans notre évaluation, à savoir un taux de croissance infini de 1%, un bêta de 1,2 et un WACC de 13,5. Cela fait de 11,5, pardon. Cela fait ressortir une valeur d'entreprise de 6 milliards et qui découle sur un objectif de cours de 440 dirhams. Voilà pour l'essentiel de la présentation de notre note d'information sur Agdital. Merci beaucoup, Marwan, c'était très clair. J'avais 2 ou 3 questions en cours de route, mais je ne voulais pas vous interrompre, d'autant plus qu'on a pris un peu de retard, mais je pourrais très bien me rattraper, quoi que vous y avez répondu. On va quand même regarder s'il y a des questions de la part des participants. Alors, j'en vois une première. Pour les minoritaires, le fait que Agdital soit en asset light, est-ce que, selon vous, c'est un avantage ou un inconvénient? Alors, pour la stratégie de Asset Light d'Agdital, pour l'instant, est un avantage car elle lui permet de mieux allouer son capital à sa croissance, de se concentrer sur l'expansion de ses cliniques sur le territoire national, d'autant plus qu'elle détient aussi 32% de la participation dans Agdital Immo, ce qui lui permet aussi d'estomper un peu l'augmentation triennale des loyers. Et lui permet, donc, pour conclure, une meilleure allocation de son capital et de ses ressources. Voilà. Très bien. Alors, une deuxième question, si vous le permettez. Est-il possible de mesurer les impacts de la nouvelle TNR sur le chiffre d'affaires et en avez-vous pris compte dans votre valorisation? Alors non, nous n'avons pas pris compte de l'augmentation de la TNR dans notre valorisation pour la simple raison qu'elle n'a pas été encore publiée entièrement. Les seuls chiffres qui ont été publiés sont ceux que nous avons fait figurer sur cette slide. Donc compte tenu du fait que nous n'avons pas accès à tous les chiffres et compte tenu du fait que la TNR est toujours en cours de négociation et à savoir qu'elle bloque au niveau de la CNOPS, car celle-ci étant déficitaire pour l'année dernière, elle craint ne pas pouvoir répondre à cette augmentation. Donc, comme aussi évoqué précédemment,
L'augmentation de la TNR pourrait avoir comme conséquence le chiffre du pourcentage de contribution de certains services dans le chiffre d'affaires, à savoir l'hospitalisation en réanimation et les soins intensifs. Donc nous attendons justement la publication officielle de la TNR pour impacter ces changements sur notre chiffre d'affaires et notre valorisation. Eh bien, une autre question peut-être en relation avec celle-ci. Est-ce que la réussite du BP ne dépend pas de la capacité du gouvernement à réussir la réforme? La réussite du BP ne dépend pas de la capacité du gouvernement à réussir cette réforme parce que, encore une fois, nous ne l'avons pas intégré dans notre BP. Tout ceci tient compte uniquement de la réforme de l'AMO et non de la TNR. La Agdital s'étant concentrée sur deux principaux services ou principales offres de soins qui sont l'oncologie et le bloc opératoire, ces derniers étant remboursés à des taux très élevés par l'AMO, avec possibilité aussi de prise en charge complète par l'AMO. Donc, ce qui fait que le BP d'Agdital, le business plan d'Agdital est concentré uniquement sur cet aspect de remboursement de l'AMO par rapport à ces offres de soins, qui sont l'oncologie encore une fois et la chirurgie cardiovasculaire. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va finir avec cette question qui a été posée à 2 ou 3 reprises, mais de manière différente, et je vais essayer de l'agréger en vous posant une seule question, Marwan. Selon vous, est-ce qu'à moyen et long terme, le marché de la santé marocain est capable d'absorber autant d'acteurs qu'on voit se développer aujourd'hui? Alors oui, le marché marocain est capable comme on l'a montré dans le graphe sur le lit par 1000 habitants, nous sommes à des niveaux très bas par rapport à nos voisins et à la moyenne mondiale. Nous sommes encore une fois, pour le rappeler, à un lit par 1000 habitants, qui a un indicateur qui montre la nécessité de plus d'investissement dans le secteur, autant pour le public que pour le privé. Maintenant, pour le nombre de lits d'hôpitaux publics, comme nous le voyons sur les années 2019-2022, il a légèrement augmenté après avoir baissé entre 2019 et 2021. L'État ne parvient pas, lui tout seul, de pallier à ce manque énorme. C'est la raison pour laquelle il a décidé de libéraliser le secteur pour les acteurs privés. Et encore une fois, pour espérer atteindre juste 2 lits par 1000 habitants, qui encore une fois est très bas par rapport à la moyenne mondiale, à horizon 2030, nous nécessiterons 50 500 nouveaux lits que pour le secteur privé. Donc oui, la demande en lit est énorme. Et même en tenant compte de tous les acteurs qui sont établis à ce jour et qui comptent s'établir dans les années à venir, nous n'atteindrons pas ces chiffres à hauteur 2030. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous deux. Je pense qu'on va clôturer ce webinaire à l'instant puisque nous n'avons plus de questions de la part des participants. Alors, je vais vous remercier une seconde fois pour votre temps, pour votre disponibilité et la qualité de vos interventions, Madame Fatem Zararaji de CDG Capital et Monsieur Marwan Najimi de Sogé Capital Bourse. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de nous faire cette très belle présentation. Merci à l'ensemble des participants qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci également aux organisateurs de cette série de conférences qui touche à sa fin aujourd'hui et qu'on aimerait bien voir se mettre en place un peu plus souvent, la Bourse de Casablanca et la PSB. Et enfin, merci aux sponsors NTSoft et SIX pour leur accompagnement. Madame, monsieur, encore une fois, merci. Merci à vous. C'est à vous. Merci et à bientôt. Au revoir.